Donc, le Concile de Moscou est l'organisation ecclésiale de la diaspora russe en Europe dans les années 1920-1930. Si réunir un nouveau concile local de l'Église orthodoxe sur le territoire de l'Union soviétique devint chose impossible dans les années 20-30, les deux conciles du schisme de la Rénovation en 1923 et 25 étant considérés comme des assemblées anticanoniques, dans l'émigration russe, la situation s'avéra toute différence. Citation, « La tradition conciliaire y connut un développement spécifique », faisait remarquer l'historien Mikhail Shkarovsky lors de l'un des tout premiers colloques consacrés au Concile de Moscou, c'était à Bose en 2003. Privés de contact régulier avec leur primat, le patriarche Tikhon de Moscou, les communautés religieuses de l'émigration se trouvèrent pourtant confrontées elles aussi à une situation inédite, exigeant la mise en place d'une organisation ecclésiale originale. Plusieurs initiatives, souvent simultanées et parfois contradictoires, furent prises en ce sens dans les premières années d'exil, contribuant à générer une indéniable confusion qui aboutit à l'émergence de 3 juridictions parallèles ayant chacune des structures concurrentes sur le même territoire. Pour mémoire, il s'agissait d'une part de l'Église russe dite hors frontières, formée autour d'un groupe d'évêques réfugiés en Serbie, lesquels, après avoir rompu toute relation avec Moscou dès 1926, revendiquaient d'étendre leur autorité à tous les émigrés russes à travers le monde. Il y avait d'autre part l'entité du métropolite Eloge Georgievski, nommé à la tête des églises russes en Europe occidentale, mais qui, soucieux de préserver son intégrité face aux injonctions de Moscou, en vint à se placer provisoirement en 1931 sous la protection du patriarche œcuménique dans le cadre d'un exarcat ayant un statut particulier d'autonomie interne. Par réaction, se constitua alors un 3e groupe assez restreint, préférant la fidélité coûte que coûte au métropolite Serge Stragorodsky, qui dirigeait à l'époque les maigres vestiges d'une église en Russie, persécutée et étroitement contrôlée par le régime soviétique. Les origines de ces divisions sont multiples et les responsabilités sans aucun doute partagées. Querelles de préséance et rivalités tant entre les hiérarques que leur entourage, exacerbation des tensions politiques au sein de l'émigration, influence de forces extérieures à l'Église, réduction de la foi orthodoxe à une simple composante religieuse de l'identité nationale. Mais il y avait encore une autre cause qui est restée peu remarquée. Il s'agit de l'affrontement entre, d'une part, une tendance qui poussait au renforcement du centralisme dans l'Église en prônant une gouvernance épiscopale de type monarchique, et d'autre part, un courant qui réclamait une certaine dose de décentralisation et une plus large participation des laïcs dans les structures ecclésiales. Autant de points d'achoppement qui avaient figuré au cœur même de la réflexion du Concile de Moscou et y avaient suscité, selon un témoin de l'époque, des débats animés. L'expression est du métropolite Eloge, dont nous pouvons voir ici la carte de membres du Concile. C'est à cet impact du Concile dans et sur la diaspora que nous proposons de consacrer notre communication. Il s'agira pour nous de montrer comment le Concile de Moscou a pu servir de point de référence dans l'organisation des différentes entités qui se sont mises en place au cours des années 20-30 et comment ces entités ont appliqué ou non les décisions du Concile. Dans une première partie, nous étudierons donc la mémoire du Concile de Moscou dans l'émigration. Dans une seconde partie, nous analyserons l'application du Concile dans l'émigration. Première partie. Au tout début de la vie ecclésiale de l'émigration, l'autorité du Concile de Moscou était grande. L'expérience conciliaire avait laissé une forte impression dans les esprits. Plusieurs membres du Concile figuraient parmi ceux qui avaient trouvé refuge à l'étranger après la déroute des armées blanches. 14 évêques, 8 prêtres et 18 laïcs, soit 40 personnes. Certes, ce qui est peu sur les 564 participants au Concile. Mais il y avait parmi eux des personnalités de premier plan, surtout au sein de l'épiscopat, où une place particulière revenait au métropolite de Kiev, Antoine Khrapovitsky, qui avait joué un rôle essentiel en faveur du rétablissement du patriarcat. Tout naturellement, c'est autour de lui que commença à s'organiser la vie religieuse de l'émigration, avec la création d'une haute administration ecclésiale russe à l'étranger, fin 1920 à Constantinople. Pour mener à bien cette tâche, la mobilisation de tous s'avérait indispensable, d'où l'idée lancée, dès le printemps 1921, de convoquer une assemblée générale pour, je cite, « regrouper, organiser et développer les activités ecclésiales de la diaspora ». Il s'agissait de réunir sur le modèle du Concile de Moscou les évêques en exil ainsi que des représentants du clergé et du laïcat.
Cette rencontre eut lieu finalement en novembre 1921 en Serbie, à Sremski Karlovci. Y participèrent 16 évêques, une trentaine de prêtres et 70 laïcs présents à différents titres. Les uns délégués par les paroisses et les aumôneries militaires, d'autres invités par l'épiscopat ou siégeant ex-officio. C'était le cas notamment pour 19 membres du Concile de Moscou vivant en exil, puisque leur mandat leur donnait la possibilité jusqu'au prochain concile de participer de droit à toute assemblée ecclésiale où que ce soit, mais seuls 10 d'entre eux firent le déplacement. L'assemblée de Karlovci, qui avait débuté comme un simple congrès ecclésial, se rebaptisa à la fin de ses travaux Concile de l'Église russe à l'étranger. Son déroulement eut de graves conséquences. Les débats manifestèrent en effet une ligne modérée et apolitique conduite par Monseigneur Eloge et une tendance radicale dominée par un groupe d'activistes monarchistes qui, avec l'aval du métropolite Antoine, firent voter un appel en faveur du rétablissement de la dynastie des Romanov. Cette déclaration eut une incidence directe sur le sort du patriarche Tikhon, qui fut emprisonné par les autorités soviétiques et obligé de se démarquer des évêques émigrés en ordonnant en mai 22 la dissolution de l'administration ecclésiale à l'étranger. Les prélats en exil obéirent tout en s'empressant de créer à la place un synode des évêques russes hors frontières qui s'octroya l'autorité suprême, le patriarche étant désormais considéré par eux comme non libre de ses actes. Pour faire face à cette situation inédite, un nouveau concile général clérico-laïque fut programmé fin 1922, mais il fut ensuite décalé d'1 an, officiellement pour des raisons d'agenda, puis repoussé sine die. En réalité, les évêques réfugiés en Serbie se montraient dorénavant méfiants face au risque de dérive démocratique d'un nouveau concile, traumatisés qu'ils étaient à l'idée qu'un groupuscule de laïcs politisés puisse une fois de plus imposer ses vues. Ce n'est finalement qu'en 1938 que se tiendra toujours à Karlovci le deuxième concile de l'Église russe hors frontières, sans grande implication concrète au demeurant. Entre-temps, en effet, le pouvoir de décision au sein de l'entité, qui désormais se désignait comme la partie libre de l'Église de Russie, par opposition à un patriarcat de Moscou soumis à un régime antireligieux, avait complètement basculé vers une nouvelle institution, les assemblées épiscopales, Archiereyskie Sabori, qui se réuniront régulièrement en Serbie chaque année à partir de septembre 22 jusqu'à 1938. Face à cet émoussement de l'esprit du Concile de Moscou, plusieurs de ses participants installés à Prague s'adressèrent au métropolite Eloge au printemps 1923 pour lui demander de soutenir leur projet de création d'une fraternité qui devait réunir les membres du Concile vivant dans l'émigration, je cite, afin d'œuvrer à la renaissance spirituelle du peuple russe. Dans sa réponse, conservée dans les archives de l'administration diocésaine à Paris, le métropolite Eloge écrivait, je cite, « En ce moment où en Russie tous les fondements de l'orthodoxie sont détruits et que dans l'émigration on ne comprend pas bien le sens de notre lien vivant avec le Concile, il est indispensable de se souvenir de l'héritage sacré de ce Concile et de s'en inspirer avec force. Face à la confusion qui prévaut dans diverses tendances ecclésiales autour de nous, il paraît nécessaire de cultiver et de transmettre la vérité inébranlable et infaillible des fondements proclamés par le Concile. » Fin de citation. Même si cette initiative resta sans lendemain, ce bref échange permet de dégager la conviction partagée par le métropolite Eloge avec quelques figures marquantes ayant participé au Concile de Moscou, tels le théologien Serge Bulgakov ou l'historien Antoine Kartachov. Le Concile constituait le point de repère grâce auquel l'Église orthodoxe russe, après sa libération du communisme, pourrait ouvrir une nouvelle page de son histoire et, en attendant, il devait servir de critère à l'organisation de la vie ecclésiale de l'émigration. Cette vision n'était toutefois pas acceptée par tous. Assez tôt, d'autres voix se firent entendre pour contester l'autorité du Concile et en rejeter les décisions. C'est le cas notamment du professeur de droit canon Serge Troïtsky, qui avait pourtant tenu le secrétariat de l'une des commissions du Concile. Émigré à Belgrade à partir de 1920, il défendit tout d'abord les positions du synode hors frontières, puis de 1945 jusqu'à sa mort en 1971, il se fit l'apologète de la juridiction universelle du patriarcat de Moscou sur la diaspora russe. Troïtsky résume son argumentation dans l'un de ses ouvrages tardifs parus en 1960. Il conteste la canonicité même du concile de 17 parce qu'il était composé, je cite, non seulement des évêques, mais aussi d'une écrasante majorité de clercs et de laïcs, alors que les canons ne connaissent que les conciles composés des seuls évêques. Fin de citation.
Troïtski dénonce aussi le caractère, selon lui, politique des décisions du Concile à cause du poids des laïcs issus de la Douma, de l'administration civile et de l'intelligentsia, lesquels ont joué, affirme-t-il, je cite encore, un rôle décisif dans les séances plénières, tandis que l'épiscopat, lié moralement par sa participation à ces séances, n'a pas su trouver la force de casser leurs décisions politiques. Fin de citation. La même idée avait déjà été exprimée en 1935 par la commission chargée de la préparation du deuxième concile de Karlovci. Je cite, « Les laïcs, en dépassant en nombre les évêques, peuvent déformer le visage du concile en obligeant les évêques à se soumettre à leurs décisions. Ces craintes ne sont pas si hypothétiques que cela, vu l'expérience du concile de Moscou. » Fin de citation. Tout aussi critique, l'évêque Séraphin Sobolev, recteur de la paroisse russe de Sofia, avançait pour sa part un autre argument à partir d'un cas concret, celui de l'organisation paroissiale. Le concile de 1917-18, affirmait-il, a travaillé durant une période anormale. C'est pourquoi son règlement n'a que, je cite, une valeur provisoire applicable en vertu des conditions particulières du moment. Fin de citation. Défenseur d'une conception monarchique de l'épiscopat, Séraphin Sobolev répliquait à ceux qui mettaient l'accent sur les droits reconnus aux laïcs par le concile de Moscou, je cite encore, « Les paroissiens ne doivent pas parler de leurs droits, mais garder seulement à l'esprit leurs obligations. » Fin de citation. Les trois critiques formulées à l'égard du concile de Moscou par ses détracteurs dans les années 20-30 peuvent donc se résumer de la sorte. Une dérive démocratique, un risque de politisation, des mesures conjoncturelles. Force est de constater que dans leur désir d'éviter la confusion entre conciliarité et démocratie, ceux qui dépréciaient les résultats du concile risquaient de sombrer dans un écueil tout aussi grave, celui d'une vision purement synodale de l'Église et non pas conciliaire, en opérant une séparation entre les ordonnés et les baptisés, entre l'Église enseignante et l'Église enseignée. Ainsi, se dégageaient deux attitudes radicalement différentes. Une ligne légitimiste à Prague et Paris qui faisait de l'application des normes du Concile un critère absolu, et une ligne révisionniste regroupant ceux qui, à Belgrade et à Sofia, préféraient édulcorer ou même ignorer ces mêmes normes. Deuxième partie. Pour pouvoir analyser le degré d'application des décisions du Concile de Moscou dans les migrations, il convient tout d'abord de définir en quoi consistent ces décisions, en dehors de la plus célèbre d'entre elles, qui demeure la restauration du patriarcat. Selon la liste que dresse frère Hyacinthe d'Estivelle dans son livre déjà cité aujourd'hui, les principales dispositions portant sur le diocèse et la paroisse peuvent se résumer de la sorte. La désignation du candidat au ministère épiscopal par un vote de l'Assemblée diocésaine, la gouvernance conciliaire grâce à des organes représentatifs élus avec parité de clercs et de laïcs, enfin, l'engagement actif des laïcs aux côtés du clergé dans tous les aspects de la vie ecclésiale.